mon propos, je voudrais regarder tout droit dans votre caméra et dire à nos internautes, à ceux qui sont sur le territoire du droit et à ceux qui sont à l'extérieur, cette affaire n'est pas que l'affaire du Parti des démocrates. Cette affaire est une affaire qui concerne tout le pays. Que personne ne dise, non, je n'aime pas la tête des responsables du Parti des démocrates. Non! Ce dont il s'agit aujourd'hui, ce n'est plus seulement que du Parti des démocrates. Il s'agit pour nous de faire une révolution démocratique dans les urnes. Les enfants du Bénin doivent comprendre que la seule chance que ce régime donne en 2026, nous devons tuer les fiefs électorales. En 2026, il ne doit plus avoir de question de fief électoral. Nous devons pouvoir comprendre que les élections générales de 2026, c'est aller sauver le pays, c'est aller sauver le Bénin d'un groupuscule de personnes qui ont pris en otage notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit même quelque part, votre père, votre mère, vos frères, vous pouvez même être jumeaux. Votre jumeau peut être sur la liste de ces partis, UP et BR. Vous devez aller travailler contre leur liste. Parce que ce qu'ils sont en train de préparer pour 2026, mais écoutez, les conséquences risquent d'être très dommageables pour la stabilité du pays. Je dis bien très dommageables. Parce que regardez, par exemple, que M. Patrice Talon écarte l'opposition de l'élection de 2021, nous avons laissé passer. Mais qu'il prenne cette disposition dans la loi pour empêcher le principal parti d'opposition d'avoir un candidat à l'élection présidentielle de 2026, à 2 ans des élections, nous devons pouvoir le lui refuser ça. C'est pour cela, je voudrais dire à ceux qui nous dirigent aujourd'hui, au président Patrice Talon et à ceux qui l'entourent, de ne pas détruire ce pays, de ne pas laisser en l'état ce code électoral qui est porteur de gènes de déstabilisation. Parce que lorsque vous prenez l'article 146, vous pouvez être plébiscité sur l'ensemble du territoire national à 80% des voix. Et parce que dans une seule circonscription, vous avez 19,50%, vous perdez l'ensemble des 80% du suffrage du territoire national. C'est porteur de gènes de déstabilisation. Le dire comme je suis en train de le dire, ce n'est pas faire la promotion de la violence. Le dire comme je suis en train de le dire, c'est être anticipateur. Le dire comme je suis en train de le dire, c'est aimer son pays. Parce que lorsque vous êtes dans une compétition et vous vous arrangez parce que vous avez tout l'instrument électoral entre vos mains à faire faiblir un parti et que même si ce parti a été plébiscité à plus de 80% dans le pays, vous vous arrangerez à l'exclure. Et ceux qui n'ont même pas pu avoir 15% sur l'ensemble du pays, c'est eux que vous allez déclarer vainqueurs. Vous êtes en train de préparer une poudrière. Vous êtes en train de préparer un danger pour votre pays. Ceux qui le disent, ce n'est pas ceux qui aiment la violence. Je l'ai dit tout à l'heure, le pays a des acquis depuis 1960. Les acquis du pays n'ont pas commencé en 2016. Ce que nous disons, tout n'est pas politique. Il y a des questions qui sont des questions qui ne concernent même pas les partis. Suivez l'intégralité de la vidéo après ce message. J'espère que vous appréciez toujours autant le contenu que je partage avec vous sur ma chaîne. Rejoignez ma communauté pour avoir le privilège de recevoir la version numérique de mes chroniques et une compilation de 200 chroniques sur l'actualité politique au Bénin publiée chez Lamentin. Si vous le souhaitez, cliquez sur le bouton rejoindre. En direct du studio Nelson Mandela, bienvenue à votre émission spéciale de ce dimanche consacrée au grand sujet d'actualité. La perspective d'élections chaotiques en 2026 inquiète aussi bien la société civile, la conférence épiscopale et certains responsables politiques. Plusieurs observateurs estiment que certaines dispositions du nouveau code électoral pourraient conduire à des crises politiques majeures en 2026.
Pour mieux comprendre ces dispositions litigieuses, nous avons invité pour vous Dr Guy Dossou Mitokwe, secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates. Pour rappel, Guy Mitokwe a été député au cours de la 7e législature. Avec lui, nous allons essayer de mieux comprendre les sources de ces inquiétudes. D'autres sujets d'actualité comme la répression pour non-port de casque, le déclassement du stade général Mathieu Kérékou et l'élection présidentielle au Sénégal vont meubler cette émission. Bonsoir, Monsieur Guy Mitokwe, et très heureux de vous accueillir sur notre émission. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je suis tout autant heureux que vous de pouvoir animer cette émission avec vous. Et comme je vous le disais il y a quelques minutes en arrière, il faut dire que nous devons faire une émission ensemble depuis, je vais dire, quelques mois, quelques années déjà. Et je n'avais pas eu le temps de pouvoir me rendre disponible compte tenu de mon agenda qui n'a pas concordé avec le vôtre. Et donc, je crois que maintenant, c'est la bonne. Et voilà, c'est la bonne et nous allons essayer de nous prononcer sur ces quelques sujets dont vous aviez parlé tout à l'heure. Le but, ma foi, c'est que nous puissions apporter un plus dans la sécurité de notre pays, un plus dans la consolidation de notre démocratie, un plus dans les multiples questions que nos compatriotes se posent. Et donc, nous qui sommes aujourd'hui des acteurs publics, nous devons la reddition de comptes. Et donc, une émission télé, une émission radio, une émission web, c'est aussi une manière de faire la reddition des comptes. Merci beaucoup. Votre présence avec nous nous honore vraiment. Bonsoir aussi à tous nos amis internautes qui nous suivent aux 4 coins du monde sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à partager ce direct pour une plus large audience. Comme je le disais tantôt, avec la promulgation du nouveau code électoral par Patrice Talon, on aurait pensé que ce dossier est clos et cap sera mis sur les élections générales de 2026. Monsieur Mitokwe, quels sont les griefs que le Parti des démocrates a contre le code électoral qui pourrait entacher la sincérité plutôt des élections générales de 2026? Je vous remercie à nouveau, monsieur Dossou. Je crois que depuis sa promulgation par M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, nous nous sommes évertués à travers les émissions sur les radios, dans les télévisions, au niveau d'autres canaux de communication, nous nous évertuons à expliquer à nos populations le danger qui se cache derrière l'actuel code électoral. Et croyez-moi, ceux qui sont en face de nous, c'est-à-dire ceux du régime, s'évertuent aussi à essayer de nous décourager, à essayer de banaliser, je vais dire, le sérieux du débat actuel. Quand vous avez parlé de grief, est-ce que je vais commencer mon propos en parlant de grief? D'abord, je vais dire à nos compatriotes, à ceux qui ne sont pas trop au fait de la chose politique, je vais essayer d'aller un peu terre à terre en leur disant, un code électoral est un instrument, est une loi chargée de donner des détails ou le fonctionnement ou les conditions ou le processus par lequel on ira à des élections dans une autre. Et donc, le code électoral qui a été promulgué, c'est un code, normalement, qui devait dire les conditions dans lesquelles nous devons aller à l'élection et les conditions d'éligibilité. Mais en amont, il serait utile que nous puissions expliquer à nos compatriotes qu'un code électoral, au lendemain d'une élection, c'est un instrument qui doit pouvoir déceler les insuffisances ou les faiblesses qui ont été constatées au cours de la précédente élection. Je vais aller terre à terre et je dois la vérité à nos compatriotes, je dois la vérité à vos internautes, je dois la vérité à tout le monde. Et donc, la dernière élection que notre pays a connue, c'était en 2023. Donc, la dernière élection que notre pays a connue, c'était les élections législatives de 2023. Et donc,
si on doit procéder à une relecture du code électoral, on doit pouvoir déceler, on doit pouvoir recenser les incohérences, les faiblesses, les manquements qui ont entaché la dernière élection que nous avons connue. Et donc, la dernière élection, acceptez que je le dise, que nous avons connue, c'était l'élection législative. Cela voudrait dire, si le législateur ou bien l'exécutif, par le canal de son président, décide qu'on puisse faire une relecture du code électoral, il doit pouvoir dire, mais écoutez, nous avons été à une dernière élection, il y a eu des récriminations. Il y a eu des choses qui ont été dites contre l'élection. Nous allons procéder à une relecture du code afin que les faiblesses que nous avons constatées au cours de la dernière élection législative ou au cours des prochaines élections présidentielles, communales ou les élections générales, nous ne puissions plus constater les mêmes faiblesses. Donc, c'est ça ce que nos compatriotes doivent comprendre. Parce que quand vous n'expliquez pas les choses à travers un langage simple, tout le monde n'est pas en politique. Écoutez, même parmi les intellectuels, le banquier ou l'agent de banque qui est chargé de travailler du lundi au vendredi, il a trop de chats à fouetter que d'aller prendre un code électoral. Donc, ceux qui ont pris comme métier, ceux qui ont décidé de faire de la politique, leur rôle, ce n'est pas seulement d'aller prendre les indemnités à partir du 18 du mois. Leur rôle, ce n'est pas forcément courir après les postes de nomination. Ce n'est pas que ça. C'est aussi qu'ils doivent pouvoir avoir le temps pour expliquer même aux intellectuels, même aux universitaires, même aux paysans, même aux maçons, même aux commerçants, ce qui se passe en matière politique. Et donc, c'est ça le sens de notre démarche. Nous devons expliquer à nos compatriotes comment et pourquoi l'on fait une relecture pour l'électorat. Et donc, parmi les faiblesses que nous avons constatées, souvenez-vous, je l'ai dit, je ne cesserai jamais de le dire, cela ne nous lassera, nous ne nous lasserons pas de le dire. Au cours de la dernière élection législative, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, et ceux qui l'entourent, ont eu le malin plaisir d'éliminer, avant même l'élection, des personnalités politiques ou des personnes ou des candidats qu'ils ont trouvés gênants. Mais pour éliminer ces personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé le stylo du directeur général des impôts. Donc, la question du quitus fiscal. Le fait que des politiciens ou des candidats à une élection politique ou des acteurs politiques payent leurs impôts, mais ma foi, M. Jossou, personne ne peut dire que c'est une mauvaise chose. Si vous dites que payer des élections avant d'aller à une élection est une mauvaise chose, vous n'aimez pas votre pays. Donc, ce n'est pas ce que nous disons. Ça, il faut avoir le courage d'expliquer. Parce que nos amis qui sont en face, parce qu'ils sont à court d'arguments, parce qu'ils se cherchent dans leurs différentes explications, ils prennent le malin plaisir de dire à nos compatriotes, mais écoutez, ces démocrates-là, ou ces gens qui se disent, qui se font appeler démocrates-là, ils ne veulent pas payer les impôts. C'est pour cela qu'ils demandent qu'on supprime le quitus fiscal. Je les vois, qu'ils soient intellectuels parmi eux, qu'ils n'en soient pas parmi eux, ceux qui savent lire parmi eux, ceux qui ne savent pas lire parmi eux, c'est le même argument qu'ils avancent. Et je trouve que cela est triste, parce que cela tire le débat vers le bas. Et cela n'honore pas à notre pays. Nous voulons compter dans le Conseil des Nations. Et si nous voulons compter dans le Conseil des Nations, nous devons pouvoir avoir des arguments qui tiennent debout. Des arguments qui soient irréfutables. Et donc, nous, du côté du Parti des démocrates, nous avons dit, mais la question du quitus fiscal, en elle-même, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais au cours de la dernière élection législative, il a été fait des impositions fantaisistes. On a fait des impositions à des personnes à hauteur de 800 millions, à hauteur de 600 millions. Vous prenez un monsieur que je respecte d'ailleurs beaucoup, qui est un camarade de du Parti des démocrates, l'honorable Djibo Patrick, qui, en 2021, alors qu'il devait être le duo présidentiel avec Mme Rekiane Madougou, avait déjà reçu son quitus. Mais en 2023, curieusement, moins de 2 ans après, il va pour demander son quitus pour aller à l'élection législative. On lui fait une imposition de 800 millions. Et là, la loi dit que l'imposition ne doit pas se faire au-delà de 3 ans. Mais qu'ils font des impositions parfois. Je prends un camarade au sein du parti, l'honorable Alabé. Alabé,
on lui fait une imposition depuis les années, depuis le début des années 2000. Il aurait acheté un véhicule depuis les années 2000. Mais c'est tout ça les faiblesses que nous avons constatées. Un monsieur comme moi, j'avais une situation fiscale zéro. Pour ceux qui ne comprennent pas, situation fiscale zéro, cela veut dire que je ne devais plus rien à l'État. Je crois que pour les dernières élections, j'avais payé, bon, excusez, le montant n'est pas exact à mon esprit, donc j'avais payé tout ce que je devais. D'ailleurs, je n'ai pas grand-chose. Donc, j'avais payé le peu que je devais. Mais ces messieurs ont trouvé le malin plaisir de s'asseoir sur mon petit fiscal. Ils ont refusé de me délivrer le petit fiscal. Alors que la date butoir du dépôt des dossiers de candidature, c'était le 2 novembre 2023. Et ils ont refusé de me délivrer mon petit au-delà du 2 novembre. Mais écoutez, on ne gère pas une république comme ça. Mais c'est pour cela que nous parlons de transparence, nous parlons d'équité, nous parlons de justice dans le processus et dans le fonctionnement électoral. Et donc, la relecture d'un code électoral doit recenser ces faiblesses. L'autre faiblesse dont nous avons parlé, regardez, ils disent, ces messieurs disent, que nous n'avons eu que 28 députés. Alors que nous avons aujourd'hui des preuves que des cantines ont été stoppées, des cantines ont été interchangées avant d'aller à la Commission électorale nationale autonome. Il y a eu des falsifications de procès verbal. Parce que aujourd'hui, pour remplir un procès verbal, vous n'avez pas besoin d'une commission ayant encensé les représentants des différents partis étant en liste. Pour remplir un procès verbal après l'élection dans notre pays, c'est un individu, une seule personne qu'on appelle le coordonnateur. C'est à lui seul là. Il a la lourde responsabilité de remplir. Combien de fois ces personnes n'ont pas chargé toute la malédiction des candidats sur les têtes en refusant de reporter ce que les gens ont voté. Et donc nous avons dit, tout ça, ce sont des faiblesses du processus et du fonctionnement électoral. Donc, une relecture du code électoral à ce niveau, par exemple, le groupe parlementaire du Parti Les Démocrates a purement simplement dit, au lieu que désormais cela soit un coordonnateur, nous voulons une commission d'arrondissement. Et dans cette commission, vous, M. Dossou, si vous êtes candidat, vous avez votre représentant là, moi, j'ai mon représentant, ainsi de suite. Si tous nos représentants sont là, si vous avez eu 10, on vous mettra 10. Si j'ai eu le nombre que j'ai eu, on me mettra le nombre que j'ai eu. Mais si c'est une seule personne, cette personne est susceptible d'être corrompue, ce qui n'a pas manqué au cours de la dernière élection. Je peux encore citer d'autres faiblesses, d'autres manquements que nous avons constatés dans le processus. Monsieur Mitokwe, sur cet aspect-là, on voit que c'est quand même une proposition qui sécurise les voix de tout le monde. Pourquoi les membres des autres partis, par exemple l'UPR et IBR, ne trouvent pas la pertinence d'amender cet aspect-là pour que les voix, aussi bien de l'opposition que de la mouvance, soient sécurisées? Monsieur Dossou, les partis que vous venez de citer, ce sont les partis qui encouragent le président Patrice Talon dans la dérive que nous constatons aujourd'hui en République du Bénin. C'est eux qui sont les bénéficiaires de la tricherie. Que ce soit les gens de UP Le Renouveau ou le Bloc républicain, ils sont, ou le parti, le Bloc républicain, ils sont les bénéficiaires de toute la tricherie électorale orchestrée sous ce régime. C'est eux qui bénéficient de ça. Pourquoi voulez-vous qu'ils dénoncent? Mais nous, tout ce que nous disons, nous voulons qu'on soit plus transparent. Parce que si le pays n'était pas transparent, si le pays ne faisait pas un effort de justice, d'équité, de transparence, d'ouverture dans les élections, mais M. Patrice Talon, candidat contre son pire ennemi, ne serait jamais son successeur. Et c'est ce que nous voulons léguer à notre pays. Nous voulons léguer à notre pays que les générations qui viendront après nous, je peux ne pas vous aimer, M. Dossou, mais je dois être transparent. Je dois me battre pour être transparent. Mais c'est ce qui fonde les grandes nations, c'est ce qui fonde les grandes démocraties. Le jeu doit être équitable entre vous et moi. Regardez, tellement le monde aujourd'hui est à la recherche de transparence, d'équité, d'ouverture, même dans le football, il y a un arbitre central, il y a des juges de touche, il y a d'autres personnes, je ne sais pas, commissaires au match et tout ça pour garantir la transparence sur les temps verts.
Mais comme si cela ne suffisait pas, ceux qui réfléchissent pour plus de transparence ont apporté ce qu'on appelle aujourd'hui la barre. Afin que lorsque l'arbitre tranche, il peut se tromper parce que c'est un humain. On se réfère à un instrument qui est capable de revenir en arrière pour voir le geste du joueur. Parce que le monde est à la recherche de transparence. Le monde est à la recherche d'équité et d'ouverture. Mais voilà un régime politique en République du Bénin qui fait des mains et des pieds pour refuser la transparence. Donc, je ne vais pas perdre le fil de ce que je disais, M. Diossou. Et donc, vous m'aviez posé la question de savoir pourquoi une réélection. Et donc, vous avez dit les exemples que nous avons. Et donc, je vous ai dit, je vous ai donné le pourquoi d'une réélection. Donc, on fait une réélection afin de revenir sur les insuffisances, sur les faiblesses. Mais voilà un régime, une majorité parlementaire, une mouvance présidentielle qui prend l'initiative d'une relecture à travers une décision de la Cour constitutionnelle. Mais au lieu de prendre en compte les insuffisances, parce qu'ils sont allés au-delà de ce que la Cour elle-même a demandé, la Cour avait demandé l'instauration de l'équilibre des ruptures entre ceux qui sont élus en 2020, ceux qui sont élus en 2023 et ceux qui seront élus en 2026 par rapport au parrainage. Mais le Parlement a décidé d'aller au-delà de ça. Mais en allant au-delà de ça, le Parlement pouvait quand même faire l'effort de prendre en compte tout ce qui a entaché la régularité du dernier scrutin. Le Parlement ne l'a pas fait. Et donc, on a eu droit à quoi? On a eu droit, à travers le code qui a été promulgué, à une représailles politique. Une représailles, vous me poserez la question de savoir, docteur Guy Mitopé, mais pourquoi parlez-vous de représailles politiques? Parce que, alors que la Cour constitutionnelle n'avait aucunement demandé que la Constitution soit révisée, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, se lève un jour, il convie la presse nationale et internationale au palais, il fait une conférence de presse, au cours de laquelle, d'ailleurs, avant que les journalistes ne rentrent, c'était un peu comme si c'était à Islamabad, avec toutes les mesures, comme chez les talibans, où vraiment les journalistes ont été traumatisés. Mais je laisse passer ça. Et donc, au cours de cette conférence de presse, le président dit à la presse qu'il n'a aucunement envie qu'une virgule soit touchée à la Constitution. Alors que le président le dit, quelques instants après, un député de son camp, plus précisément le président du groupe parlementaire le bloc républicain, M. Hassan Sebou, sort la tête quelque part et dit que lui, il a une proposition de révision de la Constitution et que c'est une initiative privée et personnelle. Mais j'ai été l'une des premières personnes dans notre pays à dire qu'après la conférence de presse du président de la République, que le président a clignoté à gauche, mais en réalité, il voudrait aller à droite. Parce qu'en disant qu'il ne souhaiterait pas qu'une seule virgule soit touchée à la Constitution, le président a refusé de dire ce que son père voulait. Il a voulu tromper tout le monde, il a voulu tromper tout le monde. Et donc, nous avons été les premiers à montrer le compte rose en disant, non mais écoutez, ce qu'il a dit, c'est le contraire de ce qu'il pense. Mais ça n'a pas raté. Après, M. Hassan Sebou a fait tout son activisme autour de sa démarche de révision de la Constitution, ça n'a pas prospéré. Mais pourquoi ça n'a pas prospéré? Ça n'a pas prospéré parce qu'il y a eu une minorité qualifiée au sein du Parlement, constituée des députés du Parti des démocrates, que je salue d'ailleurs au passage, qui ont été très exemplaires sur la question. Parce qu'ils ont compris aujourd'hui, en disant qu'on voudrait réduire le mandat du président Patrice Talon, augmenter le mandat des députés. Mais ces questions-là n'ont pas notre pays. On ne gère pas un pays comme on gère une épicerie. On ne peut pas continuer de faire de petites combines avec notre loi fondamentale. Et donc, nos députés se sont opposés à la révision constitutionnelle. Monsieur Diossou, lorsque nos députés se sont opposés à la révision constitutionnelle, il s'est trouvé un député dans le camp présidentiel qui a annoncé les couleurs. Ce député a dit, avant même que la loi ne soit votée, il a fait une mise en garde en disant ceci. Je vous exhorte, chers collègues, à aller dans le sens de la révision.
Mais si, d'aventure, vous ne révisez pas cette constitution, je vous le dis, nous ferons tout notre possible afin que dans le Parlement de 2026, notre parti puisse avoir 80% des parlementaires et 80% des maires. Mais c'est une menace, M. Diossou, à peine voilée. C'est une menace à peine voilée. C'est qu'il a été la première personne, je ne sais pas si ce député qui, par ailleurs, avec qui j'avais fait la 7e législature, avec qui j'ai d'ailleurs une très bonne relation, je ne sais pas s'il avait été missionné après une telle mise en garde. Mais ça n'a pas raté. Après sa mise en garde, il a été maintenant introduit au Parlement une relecture du code électoral. Mais une relecture du code électoral devait obéir aux conditions dont je viens de parler. C'est-à-dire prendre en compte les insuffisances qui ont été constatées aussi bien dans le processus électoral que dans le fonctionnement de l'élection. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Et cela me permet maintenant de venir sur les griefs. Lorsqu'ils ont retouché ce qu'ils ont appelé la relecture du code, la première des choses, et pour laquelle je pense que tous ceux qui sont dans ce Parlement et qui sont aujourd'hui au sein de cette mouvance parlementaire et présidentielle vont répondre un jour devant l'histoire. Parce que c'est un acte de parjure. C'est une violation de notre Constitution. C'est une honte à notre pays que des gens puissent voter documents au Parlement et entre le Parlement et la Cour constitutionnelle, que certains individus se donnent le luxe de retoucher le document voté, d'extraire des choses qui ont été votées et d'en rajouter qui n'appartenaient pas au document au moment du vote. Mais écoutez, la République n'est plus sacrée pour ces personnes-là. Docteur Guy Mitokwe, le porte-parole du gouvernement a dit quand même que le document envoyé à la Cour constitutionnelle était conforme à ce qui a été voté au Parlement. Non, M. Diossou, pour tout le respect que j'ai pour vous, j'aurais bien voulu que vous me dites que, mais docteur Mitokwe, mais moi j'ai des preuves que ce qui a été voté au Parlement, ce n'est pas ce qui a été introduit à l'Assemblée. On va vous rabattre sur les propos de M. Wilfried Oumbédi. Il est rien pour ça, il est dans son rôle. S'il dit ce que je suis en train de dire là, demain on va le limoger. Ce que je dis là, si M. Wilfried Oumbédi confirme ce que je dis, il sera limogé, les heures qui seront suivies. Mais écoutez, on sait ce que c'est qu'un emploi dans le pays. Et donc, sa parole ne pèse pas en la matière. Il ne peut qu'aller dans le sens de ceux qui ont commis ce acte de parjure en retouchant un document voté. Je voulais poser une question précise à ce niveau aussi. On sait que les députés du Parti des démocrates avaient demandé une copie au président du Parlement. Est-ce que finalement, vous avez reçu cette copie ou pas? Non, la copie que les nôtres, plus précisément le président du groupe parlementaire, M. Nouré Mouachad et le premier vice-président du parti, M. Rikoundete, à l'heure laquelle M. Luc Lavonu a refusé de répondre. Il a refusé de répondre. Donc, ces personnes sont dans une posture de forcing. C'est des personnes aujourd'hui qui ne se cachent pas de ne pas être démocrates. Comme je l'ai dit, ils ne se revendiquent même plus d'être des démocrates. Ils n'en ont rien à cirer. Parce qu'ils, jour après jour, ces personnes se revendiquent de leurs actes despotiques. C'est des personnes qui, jour après jour, refusent même de reconnaître les bienfaits de la démocratie. Regardez avec moi. Lorsque la question a été posée à M. Aladati Orden, qui, une fois de plus, est un aîné, pour qui j'ai beaucoup de respect, et avec qui, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amitié. Lorsque la question lui a été posée de savoir, mais les 20%, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, et si personne n'avait les 20%, et que le journaliste lui aurait posé la question de savoir, mais avant, au cours des années 90, et la conférence des forces vives de la nation, mais tout a été consensuel. Et quand ce n'est pas imposé à un autre, parce que, encore que le droit de la majorité, c'est dans le respect des droits de la minorité. C'est ce qu'on nous a toujours appris, c'est ça, c'est le B.A.B.A. ça. Monsieur Oden Alalati, président de la commission des lois, dit aux journalistes qu'est-ce que le consensus nous a apporté depuis 1990. Autrement dit, selon lui,
Le consensus ne nous a apporté que pauvreté et misère. Mais écoutez, la corruption galopante et puis bien d'autres choses, c'est ça le consensus. Le consensus ne nous a pas apporté que ces choses. Si notre pays est dans cet état, ce n'est pas à cause des bienfaits de la démocratie. Non, je refuse. Parce que notre pays n'a pas été démocratique durant 18 ans. La période révolutionnaire, ce n'était pas une période de démocratie, mais en 18 ans, on n'a pas connu le développement. Et si on a des savants qui peuvent nous faire cette étude, entre 1972 et 1990, et entre 90 et aujourd'hui, on verra à quel moment le pays a fait le plus grand bond. On verra à quel moment le pays a fait le plus grand bond. Donc, la démocratie n'est pas ce qui est à la base de notre pauvreté. Et donc, ces personnes osent dire aujourd'hui que c'est la démocratie qui est à la base de tous nos problèmes. Et donc, parlant des griefs, comme je vous l'avais dit, ils prennent des dispositions dans ce code électoral. Le premier, c'est la disposition de l'article 132 nouveau. L'article 132 nouveau qui se penche sur la question des élections présidentielles. Avant, toujours selon eux, parce qu'ils sont les précurseurs, ils sont les initiateurs de la question du parrainage dans nos élections en République du Bénin. C'est eux qui sont venus avec cette question. Parce que même quand je les vois prendre des exemples, le Nigeria a 2 partis principaux, le Ghana a 2 partis principaux, les États-Unis ont 2 partis principaux, mais ils font montre d'une inculture sans pareil. Parce que les pays qu'ils sont en train de citer n'ont pas procédé par ce par quoi ils procèdent ici. Et dans ces pays, il n'y a pas la question du parrainage. Aussi bien au Ghana, au Nigeria, aux États-Unis, il n'y a pas la question du parrainage. Nous avons reçu dernièrement l'ambassadeur des États-Unis dans le cadre de la concertation du président et des responsables du parti avec les chancelleries dans notre pays. Mais je ne prends pas une confidence quand je dirais que l'ambassadeur des États-Unis a dit plusieurs dispositions ne sont pas applicables dans leur démocratie. Je ne suis pas en train de vendre une confidence quand je suis en train de le dire. Parce que tous ceux qui sont un peu cultivés, vous, M. Garçon, vous êtes au Canada, vous êtes ahuris par ce que vous constatez dans votre pays. C'est tout sauf de la démocratie. Et donc, dans l'article 132 nouveau, ils disent que c'est eux les mêmes qui ont dit que nous passerons, que nous prendrons 10% des élus pour donner ce pourcentage à quelqu'un qui lève la main afin d'être candidat dans notre pays. La personne doit pouvoir lever 10% des élus, aussi bien des maires que des députés. En son temps, ça faisait 16 signatures. Mais au moment où ces personnes le disaient, ils ont travaillé, ou bien elles ont travaillé, ces personnes ont travaillé à fragiliser tous les partis politiques. Parce que un parti comme le Parti Les Démocrates, né en 2020, n'avait pas de parrain. On n'avait ni député, ni maire. Mais nous avons dit, parce que le chef de l'État était allé dans la partie septentrionale du pays, il a dit, les jeux seront ouverts pour l'élection présidentielle de 2021. Même le parti de votre cœur, le Parti Les Démocrates sera de la partie. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Ils ont cherché, ils ont arrêté la principale candidate qui a été désignée par le parti, jusqu'à l'heure où je vous parle, et je lui rends hommage, Mme Rekiat Madougou, elle est en prison actuellement, ils l'ont arrêtée. Ils ont ensuite débauché au sein du Parti Les Démocrates 2 anciennes personnes. Excusez-moi, je n'ai pas envie d'être méchant, mais ils les ont débauchées littéralement. M. Corentin Koué et M. Irini Agossa. Ils ont débauché ces personnes alors qu'ils nous disent qu'ils sont en train de faire la promotion selon laquelle désormais ce soit les partis qui désignent les candidats et non des individus qui se portent candidats. Mais ce qu'ils professent et dans la pratique, qu'est-ce qu'ils font? Ils professent une chose, mais dans la pratique, ils font le contraire. Parce qu'en disant que désormais ce soit les partis qui puissent désigner leurs candidats, on devait laisser la latitude au Parti Les Démocrates, qui n'a pas eu la possibilité d'aller à l'élection législative de 2019, d'avoir des députés,
et on devait lui permettre d'avoir des maires parce qu'il n'a pas eu, le parti n'a pas eu la possibilité d'avoir des maires. Mais non, ils vont arrêter sa candidate et ils débauchent 2 personnes et ils présentent ces personnes désormais comme des candidats à l'élection présidentielle. Mais ces personnes-là, je me demande si elles connaissent un peu l'histoire. Moi, je suis géographe historien. Je connais un peu l'histoire. Et je dis, les pratiques de ces personnes, je les appelle à les revisiter l'histoire. Parce que l'histoire nous apprend que ces choses-là, ça ne conduit pas loin. Et comme si cela ne suffisait pas, dans leur lecture, ils reviennent sur cette disposition en disant que désormais, ça ne sera plus 10%. Désormais, pour avoir un candidat ou un dieu candidat à l'élection présidentielle, ça sera 20%. Soit. Mais pourquoi les 20% sont calqués exactement sur le nombre de députés du parti Les Démocrates? Parce que quand vous prenez 20%, M. Jossou, quand vous prenez 20% de ceux qui sont députés et de ceux qui sont maires aujourd'hui en République du Bénin, ça vous donne 15% plutôt. Quand vous prenez 15%, 15%, parce oui. qu'ils passent de 10% à 15%. Quand vous prenez 15% des députés, des maires aujourd'hui en République du Bénin, ça vous donne 27,9%. Mais quel est le parti aujourd'hui en République du Bénin qui n'a que 28 signatures, 28 partis? Ce n'est plus le parti Les Démocrates. Est-ce que ce n'est pas une façon de garantir la participation du parti Les Démocrates? Je vous remercie pour cette question, M. Johnson. Mais vous allez me donner la latitude de l'expliquer à nos internautes et à nos compatriotes. Bien sûr, c'est même une manière de montrer qu'ils ne veulent pas nous rater. Ils nous ont mis, les chasseurs ou les snipers, il y a ce qu'on appelle être dans l'œil du cyclone ou être dans l'œil de l'objectif. C'est qu'ils nous ont mis dans l'œil de l'objectif afin de nous calculer, de ne pas nous rater. Parce que, en choisissant de passer de 10% à 15%, ce qui donne 20 signatures, 20 parrainages pour la prochaine élection présidentielle, ils ont fait des clauses en amont. Ils disent en amont, dans cette disposition de la loi, que ne peut compléter le parrainage d'un autre parti que les partis qui en amont avaient déjà fait ce qu'ils appellent l'accord de gouvernance. Cela voudrait dire quoi? Ils disent que nous voulons à tout casser 20 signatures. Mais il s'agit d'une désignation. Et tout le monde sait que dans un parti, il peut y avoir beaucoup d'ambition. Et donc, si dans le parti Les Démocrates, le choix est jeté sur 2 personnalités, et que ces 2 personnalités, qu'il y ait probablement des grincements de dents chez une ou 2 personnes, ça veut dire que le parti sera incapable de présenter un duo à l'élection présidentielle. Mais il peut manquer 1 ou 2 signatures. Et de l'autre côté, des autres partis, il peut y avoir des personnes aimant leur pays, se disant, mais écoutez, ces personnes-là, si elles n'ont pas les 2 signatures, les 3 signatures manquantes, on aura une élection appelée couramment dans notre pays un match amical. C'est-à-dire, le régime va susciter 2 autres faux candidats, alors que le principal parti d'opposition n'a pas pu avoir un duo candidat. Mais anticipant sur les bonnes volontés qui peuvent apporter leur parrainage au cas où nous manquerons 2 ou de 2 parrainages, ils disent, si ces 2 personnes se détachent, soit de l'UP, de Renouveau ou du PR, leur parrainage est nul et de nullité. Parce que en amont, nous n'avons pas fait d'accord de gouvernance avec M. Djambenou, président du parti UP de Renouveau, ou M. Ablaye Diakhané, président du parti Le Bloc républicain, qui sont les 2 partis siamois de M. Patrice Talon. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga de ces 2 partis. Maintenant, il y a parmi nos compatriotes des gens qui disent, mais non, vous n'êtes pas obligé de faire un accord de gouvernance avec UP de Renouveau ou avec le Bloc républicain. Les FCPE aussi, mais vous pouvez faire un accord de gouvernance avec les FCPE. À ces personnes, je les remercie pour l'amour que ces personnes portent à notre parti et pour l'inquiétude que cela suscite, que nous ne puissions pas avoir de candidat en 2026 à l'élection présidentielle. Mais je voudrais dire à ces personnes que je sais pas, les théoriciens ou les idéologues du régime ont pensé à tout ça. Parce que à la dernière élection
législative, un parti comme les FCE de M. Paul Lombert n'ont eu que 4%. Donc, si vous mettez un accord de gouvernance avec eux, soyez sûr, vous n'aurez pas les 20%. Je vais revenir, ça c'est en ce qui concerne l'article 146 nouveau. Vous ne pouvez pas avoir les 20% parce que vous vous rabattez. Oui, nous allons revenir sur la question des 20% plus tard, mais toujours sur... toujours sur la question présidentielle. Mais c'est que l'accord de gouvernance concerne aussi bien l'article 132 que l'article 146. Ils ont parlé de l'accord de gouvernance aussi bien à l'article 146 qu'à l'article 132. Comme pour dire, pour les présidentielles, ils ont pris des dispositions pour les présidentielles afin que le principal parti d'opposition en République du Bénin ne puisse pas avoir de candidat à l'élection présidentielle. À ce niveau de mon propos, je voudrais regarder tout droit dans votre caméra et dire à nos internautes, à ceux qui sont sur le territoire victoire et à ceux qui sont à l'extérieur, cette affaire n'est pas que l'affaire du Parti des démocrates. Cette affaire est une affaire qui concerne tout le pays. Que personne ne dise, non, je n'aime pas la tête des responsables du Parti des démocrates. Non, ce dont il s'agit aujourd'hui, ce n'est plus seulement que du Parti des démocrates. Il s'agit pour nous de faire une révolution démocratique dans les urnes. Les enfants du Bénin doivent comprendre que la seule chance que ce régime donne en 2026, nous devons tuer les fiefs électoraux. En 2026, il ne doit plus avoir de question de fief électoral. Nous devons pouvoir comprendre que les élections générales de 2026, c'est aller sauver le pays, c'est aller sauver le Bénin d'un groupuscule de personnes qui ont pris en otage notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit même quelque part, votre père, votre mère, vos frères, vous pouvez même être jumeaux. Votre jumeau peut être sur la liste de ces partis, UP et BR. Vous devez aller travailler contre leur liste. Parce que ce qu'ils sont en train de préparer pour 2026, mais écoutez, les conséquences risquent d'être très dommageables pour la stabilité du pays. Je dis bien très dommageable. Parce que regardez, par exemple, que M. Patrice Talon écarte l'opposition de l'élection de 2021, nous avons laissé passer. Mais qu'il prenne cette disposition dans la loi pour empêcher le principal parti d'opposition d'avoir un candidat à l'élection présidentielle de 2026, à 2 ans des élections, nous devons pouvoir le lui refuser ça. Parce que, comme quelqu'un l'aurait dit, si à 2 ans les dispositions étaient prises pour vous écarter, vous ne pouvez plus dire quelque part que vous avez été surpris. Parce que vous avez 2 ans pour dire au régime, aux idéologues du régime, qu'ils sont dans le parjure. Et vous devez pouvoir les ramener à l'ordre. Donc, ça, c'est en ce qui concerne l'article 132 nouveau. En ce qui concerne l'article 146 nouveau, parlant des griefs de ce code électoral, M. Patrice Talon et tout son temps ont pris la résolution de dire qu'il faudrait désormais avoir 20% du suffrage dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Tout à l'heure, M. Diassou, avant de monter sur votre émission, j'ai eu l'occasion de ramener à l'ordre un des principaux communicateurs de ce régime quand il a fait une publication lapidaire sur sa page Facebook en disant que comment on peut se targuer d'être le parti du peuple et d'avoir peur de pouvoir réunir 20% dans 24 circonscriptions électorales. Je lui ai dit tout simplement, avec beaucoup de courtoisie, que ceux qui ont peur aujourd'hui d'une élection transparente, libre, équitable en République du Bénin, mais ce n'est pas nous. Au niveau du Parti des démocrates, au contraire, j'ai eu à le démontrer quand je parlais des insuffisances de la dernière élection qui devaient être prises en compte dans le code électoral. Ceux qui se comportent comme nous sont soucieux d'une élection transparente, libre et équitable. Tout ce que le centre de notre combat aujourd'hui, c'est que les yeux soient ouverts et transparents. Donc, j'ai répondu à ce monsieur en lui disant que mais si quelqu'un a peur des 20%, ce n'est pas nous. Mais vous, ce n'est même pas une affaire de 20%.
vous avez purement et simplement peur des élections. Et je le lui ai démontré. Parce que leur forfaiture n'est pas seulement que sur la liste, sur le code électoral. Leur forfaiture, c'est sur toute la procédure. Au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Mais ils ont fait des pieds et des mains pour empêcher l'opposition d'avoir ces représentants-là. Parce qu'ils ont à l'esprit de frauder. C'est eux-mêmes qui ont mis dans la loi qu'au niveau de la Commission électorale nationale autonome, il doit avoir un représentant de la minorité parlementaire. Mais la minorité parlementaire aujourd'hui, c'est qui? C'est le parti des démocrates. Ils ont encore mis dans la loi qu'il doit avoir un représentant du chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition aujourd'hui, en République du Bénin, c'est qui? C'est au sein du parti des démocrates. Mais malgré ça, ils ont refusé de faire installer notre représentant au niveau de la Commission électorale nationale. Et j'ai dit à ce monsieur, en refusant, en caporalisant la Commission électorale nationale autonome, vous êtes en train d'exprimer votre peur d'une élection transparente et libre. Vous êtes en train de montrer la frousse que le parti provoque en vous. En deuxième point, je lui ai dit, la deuxième raison de leur peur, c'est la caporalisation de la Cour constitutionnelle. Parce que, M. Diossou, dans cette Cour constitutionnelle, aujourd'hui, vous avez des amis personnels du chef de l'État. Dans cette Cour constitutionnelle aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui a été anciennement secrétaire du syndicat des magistrats, qui, dans sa carrière, dans son parcours, s'est battu comme quelqu'un qui était à la recherche d'équité de justice. Mais aujourd'hui, il est à la merci du régime. Dans cette Cour constitutionnelle aujourd'hui, vous avez un professeur, le professeur Dorothée Sousa, qui en est le président, qui a été le président du dialogue en 2018, du pseudo-dialogue politique en 2018. Donc, c'est tous des obligés du régime. En 2019, donc c'est tous des obligés du régime. Donc, monsieur Diossou, le deuxième élément qui montre qu'ils ont peur, c'est lorsqu'ils ont embrigadé et ils se sont accaparés de cette Cour constitutionnelle. Je lui ai enfin dit le troisième élément qui montre qu'ils ont peur d'une élection transparente, d'une élection ouverte. C'est que le fichier électoral, avant, il y avait un comité paritaire pour la surveillance du fichier électoral. Parce qu'avant d'aller dans une compétition, nous devons aller sur les mêmes bases. Mais aujourd'hui, aucun membre de l'opposition, aucune personnalité de l'opposition n'a un droit de regard sur le fichier électoral. Celui qui gère le fichier électoral aujourd'hui en République du Bénin rend directement compte à la présidence de la République du Bénin. Je leur ai dit que c'est le troisième point qui montre qu'ils ont peur. La peur n'est pas de notre côté. C'est eux qui ont peur. Parce qu'ils savent qu'ils sont impopulaires. Ils savent qu'ils sont mis en minorité du côté du peuple. Ils savent que leur gestion est calamiteuse. C'est pour cela qu'ils ont peur. Et enfin, allez-y, terminez. Oui, allez-y. Enfin, le quatrième élément qui montre qu'ils ont peur, c'est la promulgation de ce marché. Parce que ça, ce n'est pas un code électoral, c'est un marché. Parce que même le règlement intérieur d'une association de quartier ne se rédige pas comme ce code a été rédigé. Et donc, c'est triste et c'est pitoyable. Et donc, M. Diossou, au niveau du Parti des démocrates, notre démarche est limpide et claire. Nous n'avons pas peur. Nous sommes en train de dire à ce peuple le complot derrière la promulgation. C'est pour cela que nous appelons ce peuple à se mobiliser. Afin qu'en 2026, nous puissions avoir, gardé cela bien à l'esprit, une révolution populaire dans les urnes. Une révolution démocratique dans les urnes. Parce qu'il y a une révolution populaire, démocratique, dans les urnes aujourd'hui qui puisse faire reculer le président Patrice Talon son camp. Parce qu'en 2026, il n'y a plus de question de coloration politique. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je peux être de l'UPLE, je peux être du BR, mais je vais voter contre les listes. Parce que ces deux partis sont en train d'encourager le chef de l'État dans sa forfaiture contre notre démocratie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, M. Diossou, j'ai été un peu long. Oui, je voulais revenir quand même
Docteur Mitop, je voulais revenir sur deux aspects. On sait qu'en 2021, certains députés du BR ou du PR étaient prêts à parrainer le candidat ou bien la candidate, pour être plus précis, la candidate du Parti Les Démocrates, Madame Rekiat Madougou. Est-ce que dans l'esprit de la réforme du système partisan, c'était une bonne ou une mauvaise chose selon vous, le fait que des députés se réclamant de la mouvance étaient prêts à parrainer un candidat de l'opposition? Ça, c'est le premier aspect que je voulais que vous précisez. Le deuxième aspect, concernant les 20%, on a écouté aussi les amis ou les députés de la mouvance présidentielle qui disaient que l'objectif, au fait, c'est que chaque parti puisse avoir un ancrage vraiment national. Dans l'opinion, d'une certaine manière, est-ce que ce n'est pas de bonnes choses pour faire avancer la démocratie? Je vais, avant de venir sur la question des 20% qui, selon eux, consisterait à renforcer l'ancrage national, je vais revenir sur la question des parrainages en 2021 qu'on pouvait donner à une candidate qui ne soit pas de son parti. D'abord, il faudrait comprendre que ceux qui ont fait la loi ne l'ont pas fait dans cet esprit. Ils ne l'ont pas fait parce que c'est des personnes, je vous l'ai dit, qui ne se revendiquent pas de la démocratie. Vous savez, on peut les voir faire des efforts pour montrer qu'ils veulent devenir. On peut les voir faire des efforts pour montrer qu'ils luttent contre certaines choses. Mais vous ne les verrez jamais faire des efforts pour montrer qu'ils sont démocrates. Ils n'en ont rien à faire. La démocratie, c'est le dernier de leurs soucis. Ils ne se gênent même pas à montrer qu'ils sont démocrates. Ils l'ont dit en France en disant qu'un modèle démocratique à la française, ça ne nous intéresse pas. C'est le dernier de leurs soucis. Donc, en disant qu'il pourrait, dans la pratique de la chose, octroyer, accepter que je le dise ainsi, des parrainages à des gens dont le parti n'a ni député ni maire, mais vous voyez, vous vous foutez un doigt dans l'œil. Ce n'est pas connaître les pratiques des despotes, des tyrans et des totalitaires. Non, c'est des manipulateurs. Ils n'ont pas fait la loi pour ça. Ils n'ont pas fait la loi pour aider. Ils ont fait la loi pour confisquer le pouvoir. Ça doit être clair dans l'esprit des uns et des autres. Les despotes, les totalitaires et les tyrans ne font pas de passe comme en football. Ils ont créé les choses pour que ça dure entre leurs mains. Mais c'est ça ce qu'il faut comprendre. Ils ont créé les choses, ce n'est pas pour laisser ça en 10 ans. Ils ont créé les choses pour qu'ils puissent constater qu'ils sont en train de faire 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans à la tête du pays. Après, ils vont faire la passe à leur enfant. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, M. Diossou, ça va être clair dans votre esprit. Je vois certaines personnalités politiques, je vois certains jeunes dire non, mais écoutez, mais ils ne sont pas démocrates, ils ne s'en revendiquent même pas. Ils n'en ont rien à cirer pour être poli. Et donc, ne comptez pas sur eux pour renforcer la démocratie. En ce qui concerne la question des 20% qu'ils disent avec les députés parmi eux qui savent lire et ceux qui ne savent pas lire, ils disent que non, c'est pour renforcer la démocratie, c'est pour empêcher qu'il y ait, c'est pour renforcer l'ancrage, c'est pour empêcher qu'il y ait la transhumance politique. Monsieur Diossou, acceptez que je dise ceci. Ce sont des affabulateurs, des menteurs, des tricheurs et des trompeurs. À l'heure où je vous parle, monsieur Diossou, le Parlement en République du Bénin n'a qu'à censer 3 partis politiques. Ils veulent consolider quoi? Lorsque vous avez 3 partis politiques et 2 partis sont pour le même président et un seul parti est de l'opposition, en réalité, vous n'avez que 2 partis politiques. En réalité, pour se dire la vérité, en République du Bénin aujourd'hui, nous n'avons que 2 partis politiques. Un parti pour le temps du président Patrice Talon et un parti pour l'opposition. C'est les 2 partis qui dominent aujourd'hui le jeu politique. Mais en resserrant les taux, ils veulent en réalité qu'un seul parti. Ils sont nostalgiques de
de l'époque du parti unique. Mais ce n'est pas l'effet de l'esprit que je le dis. Je ne fume pas de chanvre indien. C'est pas avoir des hallucinations que je le dis. C'est sur la base de ce qu'ils écrivent. C'est sur la base de ce qu'ils écrivent. Ces personnes aujourd'hui en République du Bénin sont nostalgiques de la période du parti. Le président Patrice Talon et ceux qui l'entourent sont nostalgiques des périodes Mobutu. Mais c'est tout ce qui les intéresse. Parce qu'en faisant ce qu'ils sont en train de faire, M. Dossou, je vous l'ai déjà dit, en 2026, ils ne veulent pas de contestation au sein du Parlement. Parce qu'aujourd'hui, au sein du Parlement, lorsque on fait des questions orales, lorsqu'on fait des questions écrites, lorsqu'on interpelle le gouvernement, ça les gêne. Ils n'ont pas fait leur calcul dans ce sens. Ils ont fait leur calcul pour que le Parlement soit comme celui de 2019. Vous rentrez dans le Parlement, on vous nourrit, vous vous taisez. On vous met aux frais du prince, aux frais du roi, et vous vous taisez. Vous n'avez pas de contestation à faire. Ils sont nostalgiques de cette époque. Ils sont nostalgiques de 2019. En réalité, 2019, dans leur cœur, a été leur plus belle prouesse. 2019, dans leur cœur, c'est leur plus belle prouesse politique. Et donc, ils prennent les dispositions pour réitérer cette prouesse politique de 2019. Et donc, notre rôle, nous, en tant que politiques, c'est d'attirer l'attention du peuple. Notre rôle, nous, en tant que politiques, c'est d'expliquer ce que je vous explique là aux femmes de Cotonou, aux femmes de Poulekamé, aux femmes de Tobiclé, aux femmes d'Abomey, celles de Vida, sans oublier les collines de le Nord. C'est ça notre rôle aujourd'hui. C'est d'expliquer de manière terre à terre ce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui veulent faire du pays. Ça, ce n'est pas une affaire de personne. Je vous ai dit tout à l'heure, en citant un certain nombre de personnalités politiques, que j'ai beaucoup de respect pour ces personnalités. J'ai même des amitiés avec ces personnalités. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit, M. Dossou. Ce dont il s'agit ici de sauver notre pays du despotisme et de la dictature. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vous l'ai dit, dans leur plan, ce n'est pas pour laisser en 10 ans. C'est pour cela qu'ils veulent endormir et faire un passage en force. Et donc, notre rôle, c'est d'expliquer ça. Donc, quand ils prennent l'argument des 20% en disant qu'ils veulent faire 20% pour resserrer les liens, pour avoir une ancrage nationale, mais c'est eux qui sont en minorité, c'est eux qui ont peur. Parce que l'autre chose, M. Dossou, je vous ai dit tout à l'heure, et ça, je tiens cette citation d'un ami, qu'on ne fait pas un code électoral comme on rédige le règlement intérieur d'une association de quartier. Vous faites un code électoral dans lequel vous dites que les gens doivent avoir désormais 20% dans chaque circonscription électorale. Mais dans le même temps, vous, sachant que sur la base des dernières élections de 2023, votre principal parti, UP Le Renouveau, n'a pas pu avoir 20% dans 3 circonscriptions électorales. Le Bloc républicain n'a pas pu avoir 20% dans 3 circonscriptions électorales. Et le Parti Les Démocrates, malgré les persécutions, malgré les exclusions, malgré le dénuement, malgré le manque de moyens, malgré les fraudes, ce parti n'a pas pu avoir 20% dans 10 circonscriptions électorales. Mais en réalité, si le jeu est ouvert, limpide, clair, transparent, mais c'est eux qui seront en difficulté, ce n'est pas nous. Et comme ils ne font pas la loi pour que nous soyons dans un contexte, dans une atmosphère de transparence, nous devons les dénoncer. Est-ce que, oui, comme l'honorable Ordena Ladatin l'a dit, nous nous acheminons vers un match nul au cas où aucun parti n'aurait les 20% en 2026? Non, M. Dossou, et ça, tenez ça pour vérité. Si les élections sont transparentes et que le peuple écoute mon appel et que nous mettons en place la révolution populaire, démocratique dans les urnes, ne dites plus qu'il aura match nul. Mais nous sommes effectivement le parti du peuple. Ce n'est pas de la prétention. C'est nous qui équilibrons le jeu politique aujourd'hui en République du Bénin. Mais quand les gens sont désabusés parce que la vie est chère, ils se rabattent sur qui? Ils se souviennent de l'ONASA. L'ONASA, c'était la gestion du président Yahi. Quand les gens sont maltraités, quand la police se laisse aller à des actes nazis sur les populations,
Mais le vrai bonheur, on l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Et je l'ai dit. Et à ce moment bien précis de l'émission, je voudrais lancer un appel à mes amis et mes frères de la police républicaine et aux forces assimilées. Le peuple n'est pas votre ennemi. Ce peuple, c'est grâce à sa contribution qu'on nous paye. Moi, je n'ai rien contre vous. J'ai même beaucoup d'amis également parmi vous qui connaissaient, qui ne sais pas quel autre grade. Mais je vous en prie, je vous supplie, arrêtez de faire ce que vous faites là. Parce que l'image de ce qui s'est passé à Natikengo, vous aviez dit que nous viendrons là-dessus. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Mais ce n'est pas ça le rôle d'une police républicaine. Donc, M. Joshua, ce que nous voulons faire comprendre à ce peuple, c'est que la dictature n'a pas de limite. C'est pour cela que nous battons pour plus de démocratie. Parce que quand il y a plus de démocratie, le juge sait qu'il doit être droit. Quand il y a plus de démocratie, les institutions savent qu'elles doivent rester chacune des institutions dans son couloir. La vraie démocratie fait que chacun fait l'effort d'être droit. On n'est pas obligé d'aimer son prochain, mais on se doit d'être droit dans les lois de la République, sont des lois faites avec beaucoup d'amour. Oui, avant de vous poser la prochaine question, je voulais rappeler à nos amis internautes s'ils ont des questions pour l'honorable Guy Mitope, de laisser ça dans les commentaires. Je pourrais relayer ça au moment opportun. Et les explications aussi, parce qu'on a beaucoup d'internautes qui nous suivent de l'extérieur, qui ne comprennent pas toujours toutes les subtilités. Je pense que l'émission est pédagogique et puis ils vont pouvoir mieux comprendre aussi toutes les explications qui ont été données juste là. Maintenant, on sait que le code a été promulgué. Est-ce qu'il y a encore une possibilité de revenir en arrière ou de retourner ce code sur la table de l'Assemblée nationale pour un toilettage de dernière chance, Dr. Guy Mitope? Non, M. Joshua, la question n'est pas de savoir est-ce qu'il peut y avoir une autre lecture du code. La question aujourd'hui, c'est que ceux qui nous dirigent doivent faire l'effort d'être dans une dynamique de laisser le pays dans la stabilité. Il faut travailler pour que notre démocratie, parce que, je vais vous dire quelque chose, M. Joshua, et à tous ceux qui nous suivent. Vous savez, de 1960 à aujourd'hui, on a des acquis. On a des acquis. La République n'a pas commencé en 2016. Le bitumage des voies n'a pas commencé en 2016. La construction d'un certain nombre d'édifices n'a pas commencé en 2016. Et même l'éducation, la santé, la sécurité, tous ces domaines n'ont pas commencé à être l'apanage de l'État qu'en 2016. C'est pour cela, je voudrais dire à ceux qui nous dirigent aujourd'hui, au président Patrice Talon et à ceux qui l'entourent, de ne pas détruire ce pays, de ne pas laisser en l'état ce code électoral qui est porteur de gènes de déstabilisation. Parce que lorsque vous prenez l'article 146, vous pouvez être plébiscité sur l'ensemble du territoire national à 80% des voix. Et parce que dans une seule circonscription, vous avez 19,50%, vous perdez l'ensemble des 80% du suffrage du territoire national. C'est porteur de gènes de déstabilisation. Le dire comme je suis en train de le dire, ce n'est pas faire la promotion de la violence. Le dire comme je suis en train de le dire, c'est être anticipateur. Le dire comme je suis en train de le dire, c'est aimer son pays. Parce que lorsque vous êtes dans une compétition et vous vous arrangez parce que vous avez tout l'instrument électoral entre vos mains à faire faiblir un parti et que même si ce parti a été plébiscité à plus de 80% dans le pays, vous vous arrangerez à l'exclure. Et ceux qui n'ont même pas pu avoir 15% sur l'ensemble du pays, c'est eux que vous allez déclarer vainqueurs. Vous êtes en train de préparer une poudrière. Vous êtes en train de préparer un danger pour votre pays. Ceux qui le disent, ce n'est pas ceux qui aiment la violence. Je l'ai dit tout à l'heure, le pays a des acquis depuis 1960.
Les acquis du pays n'ont pas commencé en 2016. Ce que nous disons, tout n'est pas politique. Il y a des questions qui sont des questions qui ne concernent même pas les partis politiques. Vous savez, j'ai l'habitude de prendre un exemple, M. Joshua. J'ai l'habitude de dire, je ne sais pas si c'est parce que je suis né en Côte d'Ivoire que je raisonne un peu comme ça. Mais l'un des pays les plus mal éclairés de la sous-région ouest-africaine, c'est le Bénin. C'est-à-dire l'un des pays où l'électricité coûte le plus cher dans la sous-région et qui est encore mal éclairé dans la sous-région, c'est le Bénin. Vous prenez nos rues sont mal éclairées. Vous prenez les voies principales sont mal éclairées. Vous quittez l'Étoile, maintenant vous voulez aller à Porto-Novo, toute la voie jusqu'à Porto-Novo, c'est le noir. Et un accident qui veut se produire sur cette voie, lorsqu'un véhicule veut passer chez un piéton la nuit parce qu'il n'a pas vu traverser, le véhicule ne lui pose pas la question s'il est de l'UP, du BR ou des démocrates avant de lui passer dessus. Mais c'est ça les questions qui ne sont pas des questions partisanes, mais qui sont des questions de développement. Lorsque vous quittez l'échangeur de Godomé, que vous voulez aller à Lada, toute la voie est mal éclairée, pour ne pas dire pas du tout éclairée. Et les nuits, l'Éternel seul sait combien de piétons se font écraser. Lorsque vous quittez l'échangeur de Godomé, vous voulez aller à Ouida, la ville du chef de l'État. Mais là, le tronçon est extrêmement mal éclairé, comme un pays en déliquescence. Mais lorsque je parle de ça, ce n'est pas une question partisane, c'est que j'aime mon pays pour des personnes qui dirigent un pays et qui disent qu'elles souhaiteraient que le pays puisse être un hub touristique, un pays qui attire le plus grand nombre de touristes. Mais quel touriste va quitter son pays, éclairé même en journée, éclairé même dans les moments d'hiver, et venir prendre des risques pour sa vie et pour la vie de sa famille sur des voies extrêmement mal éclairées au XXIe siècle. Mais c'est de ça que nous parlons. Lorsque vous parlez de ces choses, on vous dit non, non, ces questions ne sont pas des questions politiques. Mais écoutez, dernièrement, j'étais en voyage dans un pays j'étais en vacances dans un pays de la sous-région. Et j'ai même pris des petites vidéos. Mais écoutez, vous avez l'impression que vous êtes dans un pays occidental, l'éclairage public la nuit. L'éclairage public la nuit. Vous avez l'impression, cette manière d'être éclairé la nuit, je l'ai vu un peu au Maghreb et puis en Afrique du Sud. Mais dans la sous-région, il y a un pays qui est autant éclairé comme ça aujourd'hui. Mais en 8 ans de gouvernance, vous avez été incapable de régler ces problèmes basiques. Lorsque j'ai des parents qui quittent la France, lorsque j'ai des parents qui quittent le Canada, à propos de vous, M. Doss, et bien d'autres parents qui sont ailleurs dans le monde, quand je vais les chercher à l'aéroport et qu'on commence à rentrer dans la ville, je ferme les oreilles. Parce que souvent, je vais les chercher la nuit. Tellement, mais attends, mais pourquoi le pays est noir comme ça? Mais les autorités ne sortent pas la nuit, mais pourquoi le pays est comme ça? Mais ces questions-là, c'est des questions de développement. Et quand on en parle, les gens trouvent qu'on a tort d'en parler parce qu'on est de l'opposition. Oui, docteur Ntoko, mais vos propos contredisent un peu les déclarations de Patrice Talon devant les hommes d'affaires à Paris, il disait que le Bénin était prêt même à offrir ou bien à vendre de l'énergie électrique aux entrepreneurs ou bien aux investisseurs étrangers. Donc, cela suppose qu'on était pratiquement autosuffisant en matière d'énergie électrique. Non, il y a un truc que j'ai remarqué avec le président Patrice Talon depuis qu'il est au pouvoir. J'ai l'impression que parfois, quand il voit les caméras et les micros, si j'étais parmi ses proches, je lui dirais ça. J'ai l'impression parfois qu'il se laisse un peu trop aller. J'ai l'impression parfois qu'il se laisse un peu trop aller. Je fais l'effort, hein, je pense que ce n'est pas un manquement. Mais il est quand même le président de tous les Béninois. Ses déclarations doivent être très proches de la réalité. Très proches de la réalité. Vous savez, il a été la première personne chez qui j'ai entendu que, en matière de réserve animalière, la Pendjari dépasse, je pense, la Tanzanie. Mais je n'ai pas envie de me prononcer là-dessus parce que moi, je suis géographe. Et quand on parle de réserve animalière aujourd'hui, les pays les mieux dotés, c'est les pays comme la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda et bien d'autres pays. Mais comparer la réserve animalière de la Pendjari à ces pays, je n'ai pas envie de qualifier ça. Mais la question de l'énergie aujourd'hui,
comme un effet de boomerang, ça nous rattrape en plein dans le visage. Parce que, mais au XXIe siècle, je l'ai dit, lorsqu'on veut développer le tourisme, écoutez, dernièrement, ma thèse a été sur le tourisme. Les potentialités agroécologiques et touristiques de la base basée de l'OME, c'est sur ça que j'ai soutenu ma thèse. Donc, en matière de tourisme, je m'y connais. Il y a ce qu'on appelle l'aménagement touristique. Lorsqu'on veut faire la promotion de pays, il y a ce qu'on appelle d'abord l'aménagement touristique. Ici et c'est avec la question des musées, la route des pays, ici et ici. Mais la question du transport public et la question de l'énergie sont des questions fondamentales pour le tourisme. Voilà un pays dans la sous-région où vous n'avez pratiquement pas de taxes. On va me dire, elle est payée taxes. Non, c'est un fiasco. Demandez à Sansevou, il sait que c'est un fiasco. Lorsque vous faites venir des touristes de l'extérieur, vous voulez les faire rentrer, vous voulez les faire déplacer comment dans le pays? C'est des locations de véhicules. Bon, il y a une société dont je n'ai pas... Bon, je vais parler aux amis qui essaie un peu, qui fait un peu d'efforts. Mais partout ailleurs dans la sous-région, vous avez des taxis, c'est comme des petits faits. Le transport public en République du Bénin est désaxé, n'est pas organisé au XXIe siècle. Lorsqu'on aspire à avoir une grande nation, lorsqu'on aspire à avoir un grand pays, c'est des questions basiques. On ne peut pas être dans un pays dans lequel il n'y a pas de transport en commun organisé. Dans les villes, dans les communes. La question de l'énergie, je le dis tout à l'heure, nous avons l'un des pays qui a le coût de l'énergie le plus cher de la sous-région, mais en même temps, énergie inexistante. La dernière fois, lorsque on a constaté ce qu'ils ont appelé même l'effacement de la disponibilité de l'énergie avec le Nigeria, ils ont fait sortir un argument en disant oui, c'est parce que notre pays avance, il commence à avoir des installations de plus d'entreprises et plus d'industries que l'énergie commence à avoir. J'ai dit c'est irresponsable de s'exprimer de cette manière. Lorsqu'on fait appel à des investisseurs, lorsqu'on fait appel à des industriels, on voudrait que les gens viennent installer les infrastructures industrielles. Mais en amont, on anticipe sur la production de l'énergie. On ne laisse pas les gens venir s'installer, puis on dit, non, bon, c'est parce qu'ils sont venus s'installer que l'énergie manque. Mais c'est une irresponsabilité criante. Et donc, M. Joshua, voici ces questions. J'ai essayé de vous démontrer que sur le plan politique, il nous conduit vers un fiasco. Mais sur le plan même du développement dont il parle, c'est un développement hypothétique. Il est très hypothétique après 8 années de gestion. Donc on peut en parler, il n'y a pas de problème. À ce niveau, nous n'avons aucun complexe. Parce que la cherté de la vie aujourd'hui, les Béninois sont réprimés dans la rue de manière pas trop catholique avec nos amis de la police républicaine. Mais dans le même temps, ils n'ont pas d'énergie. Dans le même temps, ils n'arrivent plus à se nourrir. Le gari, qui est l'aliment de base, est pour les plus démunis. Mais le gari est devenu aujourd'hui un aliment de luxe. Un aliment de luxe. Le maïs, qui fait partie des aliments les plus consommés. Mais écoutez, aujourd'hui, ne mange la pâte de maïs 3 fois par jour, comme les amis le diraient, en riant ou en plaisantant, que quelqu'un qui est dans une secte. Je délire un peu. Juste pour dire que c'est un fiasco sur le plan politique, c'est un fiasco même sur le plan du développement. Oui, pour finir autour de la question du code électoral, on a vu récemment le parti avec à sa tête le président Yahi Boni. Le parti a initié des rencontres avec les chancelleries. Est-ce qu'on peut savoir rapidement c'est quoi les objectifs de ces rencontres? Qu'attendez-vous exactement de ces chancelleries dans le cadre de toutes les inquiétudes autour du code électoral? Monsieur Joshua, le Parti des démocrates est attaché à la stabilité du pays. Et nous sommes attachés à la paix. Nous sommes attachés à ces valeurs d'entretemps, à ces habitudes d'entretemps qui entouraient, je vais dire, l'effectivité de nos élections. Et donc pour nous, parce que nous sommes soucieux d'une nation stable, nous sommes soucieux d'un pays en paix, nous devons pouvoir discuter avec les partenaires du pays. J'ai entendu des gens dire, mais vous faites la honte
vous allez vous plaindre auprès des Américains, vous allez vous plaindre auprès des Français, alors que nous parlons de panafricanisme. Je dis non, il faudrait que j'explique à ceux qui pensent de cette manière que ce que ces personnes pensent n'est pas juste. Nous ne sommes pas un pays en autarcie. Nous vivons dans un concert des nations. Et il y a ce qu'on appelle les amis du Bénin, les partenaires techniques et financiers. La plupart des subventions que notre pays a ou les accords que notre pays a, la plupart, je vais dire, des ouvertures de notre pays sur le monde, c'est avec des partenaires. Et donc, nous avons discuté avec les Russes, nous avons discuté avec les Chinois, nous avons discuté avec les Américains, nous avons discuté avec les Français, nous avons discuté avec le clergé catholique, nous avons discuté avec la plupart des corps constitués de notre pays. Mais depuis qu'il y a eu la promulgation de cette loi, nous avons multiplié les contacts. Nous avons écrit à la CEDEAO. Je pense que très prochainement, si je ne vois pas un secret, nous ferons encore d'autres actions dans le sens de la CEDEAO. Mais tout ça, nous le faisons en préparant en amont nos descentes sur le terrain. Parce que nous marcherons pour dire à Patrice Talon que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire. Nous marcherons dans la paix, mais nous marcherons. Donc, M. Dossou, nous sommes dans une disposition de personnes inquiètes pour la stabilité de leur pays. Et donc, c'est ce qui justifie la multiplicité de ces contacts. Nous n'avons aucunement envie que le pays soit au ralenti ou que le pays fonce tout droit dans le mur. Donc, comprenez ces dispositions que nous prenons. Et pour répondre à mes amis, ce n'est aucunement une manière voilà, d'aller laver le linge sale à l'extérieur. Merci beaucoup. Je voulais rassurer nos amis internautes que je vais revenir à leurs questions et commentaires tantôt. Mais vous avez commencé à aborder la question de la répression pour non-port de casque. On a vu plusieurs vidéos circuler sur les réseaux sociaux et le tollé que ça a suscité aussi. On n'a pas vu des réactions officielles des partis politiques par rapport à cette situation au sein du Parti des démocrates. Quelle est votre position? Est-ce qu'il y a une autre manière de faire pour que les populations puissent accepter ou bien adopter ces bonnes pratiques, mais vraiment dans le calme? Merci beaucoup, M. Dossou. D'abord, sur la question des vidéos qui circulent, vous aviez dit tout à l'heure qu'on n'a pas entendu des positions officielles du parti. Je voudrais vous dire qu'à la dernière réunion de la coordination nationale, après la réunion, nous avons fait une déclaration officielle du parti où nous nous sommes prononcés sur les écarts que nous avons constatés dans la répression de la violation des normes routières. Et donc, pour nous, lorsqu'une vidéo circule, avant de vous prononcer sur la vidéo, il faut d'abord vous rassurer de l'authenticité de la vidéo. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il peut y avoir tellement de montages. Avec les réseaux sociaux, un fait peut se dérouler dans un pays voisin ou bien dans un pays lointain. On vous l'envoie parce qu'il n'y a pas de son. Vous avez l'impression que parce que les pays ayant à peu près les mêmes réalités, à peu près, vous aurez l'impression que c'est chez vous. Il y a ce contrôle en amont que nous devons faire. Il y a aussi en amont que la cellule de communication doit vérifier toutes ces choses et voir l'authenticité des faits et savoir que ce n'est pas des vidéos truquées. Et donc, lorsque nous avons, comment on appelle, la preuve que ces choses se sont déroulées chez nous, nous nous prononçons. Et comme je vous l'ai dit, dans sa dernière réunion de la coordination nationale la dernière fois, nous nous sommes prononcés. Et ce que nous avons dénoncé les écarts de comportement des forces de sécurité, la barbarie avec laquelle certains agents, je voudrais bien dire certains agents, s'évertuent ou sont zélés à faire. Mais je voudrais reconnaître que pour nous, tout contrôle de la régularité sur le port de casque ou sur les autres, je vais dire, respect de la circulation et tout le reste, nous ne pouvons pas condamner cela. Mais ce que nous condamnons par contre, c'est les écarts de certains agents des forces de l'ordre. Parce qu'un agent de force de l'ordre, je l'ai dit au cours d'une autre émission le dimanche dernier, un agent des forces de l'ordre doit être un agent qui rassure.
doit être un agent qui sécurise. Lorsque je vois le policier venir, je dois dire enfin la sécurité là. Lorsque je vois le policier venir, je dois dire ah, le pays s'est souvenu de moi. Lorsque je vois le policier venir, je dois dire la maîtrise de soi est là. Mais le policier ne peut pas, dès que je vois le policier, comme on le dit chez nous, mon cœur bat à la chamade, comme si, alors que je suis un bon citoyen, je dois disparaître. Le policier ne peut pas être un agent qui terrorise. Et puis, en dehors de ça, la répression, on ne doit pas chercher des coups sur les usagers de la route. On a l'impression que parfois, ils cherchent de petits détails juste pour raqueter, juste pour prendre des sous. Non, moi, je connais au sein de cette police républicaine des agents qui sont très exemplaires, aussi bien au niveau des officiers que des sous-officiers, des personnes qui sont très bien formées et qui sont bien. Mais il y a parmi les agents des personnes, excusez-moi que je les qualifie un peu, de brebis galeuses. Et c'est contre les pratiques de ces brebis galeuses que nous nous insurgeons. Et parce que nous pensons que la police doit être l'assurance, incarner l'assurance, elle doit incarner la sécurité et non le terrorisme et le traumatisme. Merci beaucoup. Toujours dans l'actualité ces derniers temps, on a appris que les prochaines marches des guépards, on va dans le domaine sportif comme ça, les prochaines marches des guépards du Bénin, ces marches auront lieu à l'extérieur du fait que la CAF aurait déclassé le stade général Mathieu Kérékou. Mais on sait qu'il y a 3 ans, le gouvernement a rénové ce stade, les gens ont évoqué, la presse a évoqué 13 milliards. Est-ce que quand vous avez appris sûrement la nouvelle, est-ce que ça vous a inquiété? Quelles sont vos impressions par rapport à cette situation? Bon, pour l'amoureux du Bénin que je suis, pour le patriote que je suis, quand j'apprends de pareilles choses, il y a de quoi à ce que je sois triste pour mon pays. Parce que, écoutez, que nous ne puissions pas jouer les matchs de qualification sur notre territoire et que nous soyons obligés d'aller jouer en Côte d'Ivoire, qui est moi mon pays d'adoption, je crois que ce n'est pas bien pour notre image. Ce n'est pas bien. Maintenant, la question des 13 milliards, je crois que, je l'ai dit au cours de l'émission, le niveau auquel nous sommes et les responsabilités qui nous incombent aujourd'hui imposent qu'avant de nous prononcer sur des sujets aussi brûlants, aussi importants, nous puissions quand même faire un minimum d'enquête. Nous puissions faire un minimum de recherche pour savoir de quoi cela ressort. Je sais que les stades de l'amitié, et puis il y a un certain nombre d'accords ou de partenariats, de partenariats bilatéraux entre le Bénin, entre la Chine et un certain nombre de pays africains. Ce qui a abouti à la construction d'un certain nombre de palais des sports, d'un certain nombre de salles de fête, ce qui a abouti à la construction d'un certain nombre de stades. Lorsque vous allez au Mali, au Sénégal, quand vous venez au Bénin, il y a un certain nombre d'infrastructures qui sont le fruit de la coopération entre notre pays et la Chine. J'ai pu dire dans ma petite enquête que dans les accords, la rénovation, que ce soit du palais des congrès, par exemple, c'est un don de la Chine dans le partenariat. Et le stade de l'amitié aussi, c'est un don de la Chine dans le partenariat. Et j'ai cru entendre dans mes recherches qu'il faudrait que pendant 80 ans, la rénovation de ces infrastructures fruits du partenariat entre notre pays et la Chine, pendant 80 ans, la rénovation incombe à la Chine. Dans mes recherches, c'est ce que j'ai appris. Maintenant, le montant évoqué des 13 milliards, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de preuves, mes recherches n'ont pas encore donné d'éléments probants pouvant me prononcer là-dessus. Et dans mes recherches, j'ai appris que la rénovation, par exemple, dernièrement du Palais des Congrès, est une œuvre plutôt de la Chine. C'est une action chinoise qui a rénové le palais. Donc, la rénovation du stade, j'ose croire aussi que c'est une action de la Chine. Mais dans tous les cas, n'ayant pas tous les éléments d'appréciation sous la main, je pense que la personne la mieux indiquée
pour donner le plus d'éclairage au peuple béninois, c'est l'ancien ministre des Sports, M. Oswald Omeki. Je pense que, et sûrement, il est soit au pays ou il est soit hors du pays, mais je continue de croire que la personne la mieux indiquée aujourd'hui pour donner plus de lumière sur cette polémique, je crois que c'est l'ancien ministre des Sports, M. Oswald Omeki. Ok, merci beaucoup. Avant de terminer par l'actualité africaine, ou bien pour être précis, l'actualité sénégalaise, je vais quand même relayer quelques commentaires puis questions de nos internautes rapidement. Donc ici, Saka Saleh, il dit merci beaucoup pour vos interventions claires. Monsieur de Souza, depuis la France, dit à quand la correction de la liste électorale? Donc ça, c'est une question. Saka Saleh, il dit face à tout ce qui se passe, quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer à tous les acteurs politiques de notre pays? Ok. Toujours honorable, est-ce que, avec quelques mots, vous pouvez nous dire clairement si le parti, les démocrates, peut aller aux élections présidentielles de 2026 avec le nouveau code? Ok, il s'appelle Julien Assaba, qui est en Côte d'Ivoire, je pense. Je vais descendre, je vais prendre quelqu'un d'autre. Est-ce que, ça c'est Abraham Maouillon, est-ce que la meilleure solution pour sensibiliser la population quand les policiers se jettent sur les passagers non armés jusqu'à tabasser à mort? Ok, il demande c'est quoi la meilleure solution. Si je résume un peu l'idée. Prince Anselme demande que pensez-vous des propositions de Candide Azanaï, votre ancien mentor, qui pense qu'on ne discute pas avec un dictateur et qu'il faut mettre les populations entre soi et le dictateur? Et puis, je vais terminer par M. Sena. Pourquoi il serait hors du pays? Je pense qu'il parle de l'ancien ministre Oswald Omeki. Donc, j'ai survolé rapidement. Vous pouvez ramasser ici les éléments qui vous intéressent par rapport à ces questions, parce que l'émission est aussi interactive. On essaie de partager avec le Merci. public. Oui, oui. Merci beaucoup, M. Jossou. Je voudrais, avant de poursuivre l'émission, d'abord vous remercier pour tout ce que vous faites pour notre démocratie depuis le Canada. Vous remercier aussi parce que vous n'êtes pas obligé. Étant dans un pays industrialisé, vous pouvez dire, bon, mais ce n'est pas ce que vous dites. Vous vous battez pour que les choses puissent se corriger. Et donc, merci pour ce que vous faites. Je voudrais aussi remercier les internautes pour l'attention et, je vais dire, l'intérêt qu'ils portent à la présente émission. Celui qui a posé la question de savoir si en 2026 on sera, je voudrais dire à la personne que en 2026, nous serons non seulement à l'élection présidentielle, mais nous serons aux législatives et aux communales. Et ce qui va se passer en 2026, M. Patrice Talon ne l'aura jamais vu de toute sa vie. La mobilisation du pays, la mobilisation des femmes, des jeunes qui en ont marre, il y aura une mobilisation comme jamais cela n'a été dans l'histoire politique et démocratique de notre pays. Les gens sortiront pour aller voter en 2026. Parce que la seule manière de faire reculer le président Patrice Talon et tous ceux qui l'entourent, c'est d'aller faire une révolution démocratique dans l'Égypte. C'est de tuer les fiefs. C'est que, je vous l'ai dit, votre père peut être sur la liste UP, le renouveau, bien la liste de BR. Vous devez pouvoir vous dire, je dois sauver le pays. Et la seule manière de sauver le pays aujourd'hui, c'est éviter que le pays aille dans un chaos. Et la seule manière d'éviter que le pays aille dans un chaos, c'est que le seul parti qui équilibre le jeu démocratique dans notre pays, ce parti doit pouvoir tirer ses barons du feu pour le pays et pour le peuple. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est à cette mobilisation que nous appelons tous les jeunes, toutes les femmes, tous les vieillards, tout le peuple. L'autre internaute qui a posé la question de savoir le président de mon ancien parti, le président Kazanaï,
dont j'appelle le nom avec beaucoup de respect, qui j'ai d'ailleurs vraiment beaucoup de respect, je crois que la question de savoir qu'on ne lutte pas face à un dictateur, mais on met le peuple en soi et le dictateur, je ne voudrais pas explicitement lui répondre, parce que je dirais que je ne suis pas, je ne suis pas, euh, je ne suis pas mandaté, je vais le dire, ou je ne voudrais pas lui apporter une réponse, parce que je n'ai pas reçu l'autorisation à moi-même, je ne sais pas comment on le dit, pour apporter une réponse à cette thèse du président de mon ancien parti. Mais par contre, je voudrais dire que ce qui s'est passé au Sénégal peut se passer chez nous. Et ce qui s'est passé au Sénégal, ici, je voudrais m'adresser à tous nos jeunes. Ce n'est pas un cas rare dans l'histoire. Ce qui s'est passé au Sénégal n'est pas un cas rare. Ce qui s'est passé au Brésil, le pouvoir de Bolsonaro est tombé face à Lula. C'est la même chose qui s'est passé à Dakar. Le pouvoir de Macky Sall est tombé face à Sonko et son équipe parce qu'il y a une révolution démocratique, mais dans les urnes. Lorsque le peuple se lève et il dit « je ne veux pas que le sang coule », le dictateur ou les dictateurs, c'est des personnes qui aiment quand ils aiment pêcher en eau trouble. C'est des pêcheurs en eau trouble. Mais le peuple, à son tour, doit dire « je veux te défaire, je veux te désavouer », mais dans les urnes. Mais quand cela se fait et que c'est une minorité qui se mobilise, c'est pour cela, à la veille de chaque élection, ceux qui démotivent ou démobilisent le peuple, consciemment ou inconsciemment, travaillent pour les dictateurs. C'est pour cela que je voudrais dire que au Sénégal, le peuple attendait par la rue, ça n'a pas marché. Par la rue, ça arrangerait Macky Sall. C'est pour cela qu'il y a environ une soixantaine, ou un peu plus d'une soixantaine de Sénégalais tués. 83 morts, oui, environ, oui. Oh, 83 morts. J'espère que le nouveau régime de Dakar va leur rendre hommage et va indemniser les familles toute la vie. Parce que c'est 83 martyrs qui sont tombés pour le pays. Parce que les despotes aiment ça. Ils aiment pêcher en auto. Mais le peuple lui-même n'est pas violent. Le peuple veut le changement. Aujourd'hui, par exemple, celui qui est à la base de toutes les difficultés du pays, c'est celui qui prend les décisions. En disant ça, on n'est pas contre Patrice Talon. En disant que si l'énergie est rare, en disant que si la vie est chère, c'est une traduction de la politique imprimée par Patrice Talon depuis 8 ans. Un exemple très simple. Il y a des gens qui me disent, le maïs est cher, est-ce que c'est Patrice Talon qui a fait tomber la pluie? Si le maïs est cher, c'est parce qu'il ne peut pas. Je dis, mais ils sont en train de faire étalage d'une ignorance extrême en parlant ici. Le fait qu'il y ait du maïs et tout le reste, cela n'est pas dû uniquement à la pluie. C'est la traduction d'une politique. C'est la priorisation que le pays a fait dans la diversification agricole. Ce n'est pas que la pluie. Sinon, les Hébreux vont dire quoi? Ceux qui vivent dans le désert et qui sont autosuffisants vont dire quoi? Donc aujourd'hui, de nos jours, au XXIe siècle, que la nourriture soit chère, que la nourriture soit moins chère, ce n'est pas uniquement les effets du climat. Je dis bien pas uniquement les effets du climat. Il y a les Anglais, il y a la priorisation que vous faites des cultures. Ceux qui sont ici aujourd'hui ont priorisé ce qu'ils savent. Le coton est bien de choses. Donc, vers où vont les intrants? Vers où vont les engrais? Quelle est la politique du pays en matière d'autosuffisance alimentaire? Quelle est la politique du pays en matière de la promotion de la culture du gruyère? Mais c'est tout ça. Et tout ça dénote de la politique de M. Patrice Talon depuis 8 ans. La suppression de l'ONASA, c'est une conséquence de la politique de M. Patrice Talon. Donc, la cherté de la vie aujourd'hui s'exprime aussi à travers ce prisme qu'il faudrait comprendre. Donc, en parlant de ces choses-là, ce n'est pas parce qu'on est contre M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est que l'opposant que nous sommes, l'opposant que je suis, je fais une contre-proposition de sa politique. C'est en cela que je suis opposant. Je ne suis pas opposé à sa personne. Je suis opposé à la politique qu'il imprime. Quand il donne une politique, moi, je fais une contre-proposition et je dis ma contre-proposition est plus productive ou fructueuse
que sa proposition. Sans cela, je suis opposant. Donc, M. Dossou, je crois que c'est quelques questions qui ont été posées. Je voudrais remercier nos internautes et pour tout l'intérêt qu'ils portent à cette émission. Quant à nous autres, je l'ai dit que la manifestation ou la production ou le fait de venir à une émission, c'est aussi une sorte de reddition de compte en tant qu'acteur public. C'est une manière de dire que depuis que nous avons décidé d'animer l'opposition, voici ce que nous pensons. Voici ce que nous pensons de telle politique. Et voici ce que nous avons à vous donner comme explication. Ça n'a absolument rien à voir avec être contre M. Batista. Non, nous n'avons absolument rien contre sa personne. Mais nous continuons de dire que ce ne sont pas des démocrates. En le disant ici, ce n'est pas que nous sommes en train de les injurier. Ils ne sont pas des démocrates. Et je l'ai dit tout au long de l'émission, ils ne s'évertuent même pas à nous expliquer ou à nous prouver qu'ils sont démocrates. Ils ne sont pas des démocrates. Et nous pensons que le régime politique qui nous arrange, c'est la démocratie. Donc, c'est pour cela que nous faisons la promotion de la démocratie. De l'autre côté, nous continuons de dire que la politique, parce qu'ils disent que c'est parce qu'ils veulent nous développer que nous devons nous taire. Et nous avons aussi démontré à ce niveau que non, leur développement dont ils parlent, c'est un développement hypothétique. C'est très aléatoire, parce qu'en 8 ans, si vous avez l'un des pays les plus mal éclairés de la sous-région, vous avez échoué. Si en 8 ans, vous avez un pays où l'énergie électrique fait partie des plus chères de la sous-région, vous avez échoué. Si en 8 ans, on continue de parler de cherté de la vie, de la famine qui s'approche, l'aliment de base qui est le gari commence à manquer même aux familles les plus moyennes, vous êtes en train d'échouer votre politique. Donc, c'est tout ça, nous sommes évertués à expliquer. Donc, M. Dossou, une fois de plus, comme je vous l'ai dit, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre émission. Donc, je vous remercie, Dr Guy Mitope, pour cette participation à notre émission. Je remercie aussi tous les internautes qui nous ont suivis. Je n'ai pas pu relayer tous les commentaires, sinon on va vraiment déborder dans le temps prévu à cette émission. Donc, je vais vous laisser la parole pour le mot de fin. On avait prévu parler du Sénégal, mais vous l'avez déjà évoqué brièvement. Si vous voulez dire quelques mots encore, vous pouvez dire ça et puis pouvoir conclure l'émission. La question du Sénégal, je voudrais d'abord dire à nos compatriotes que ce qui s'est passé au Sénégal est une victoire de la jeunesse. Ce qui s'est passé au Sénégal est une victoire de la jeunesse africaine. Ce qui s'est passé au Sénégal est une victoire des démocrates africains. Ce qui s'est passé au Sénégal est un désaveu de tous ceux qui sont apprentis dictateurs ou dictateurs. Et donc, le peuple étant attaché à sa liberté, le peuple étant attaché à la transparence, le peuple étant attaché au développement, le peuple aspire à la démocratie. Et donc, notre prière, c'est que cette équipe portée par le charismatique président Ousmane Sonko puisse réussir sa mission. C'est notre prière de tous les jours. Que ces jeunes à la tête de l'État du Sénégal aujourd'hui ne déçoivent pas. Parce qu'à eux deux, ils n'ont même pas encore 50 ans. Ousmane Sonko 49 ans et le président Diomaye Faye 44 ans, ils n'ont pas 50 ans. Donc ce sont les gens de notre génération. Et je continue de dire que notre prière, c'est qu'ils réussissent. Et nous avons foi qu'ils réussiront. Parce que le Sénégal, tout comme le Bénin dans la sous-région, sont des pôles stratégiques pour le développement de la sous-région. Et donc, c'est ce que je peux dire sur la question du Sénégal. Comme mot de fin, je voudrais vous réitérer mes remerciements. Vous réitérer l'extraordinaire travail que vous avez fait depuis quelques années. Je voudrais aussi remercier les internautes, leur dire que c'est un sacerdoce, la bataille politique. L'engagement populaire, l'engagement public est un sacrifice, c'est un sacerdoce. Et nous continuons de prier le Seigneur afin qu'il nous donne la force d'aller de l'avant, afin que nous puissions assumer comme il se doit pour un pays plus stable, pour un pays plus développé, pour un pays plus respectueux des normes. Et l'héritage que nous laisserons à nos enfants et aux enfants de nos enfants, c'est que c'est un héritage d'un pays qui respecte les droits des uns et des autres, d'un pays qui est respectueux de la liberté, de la transparence et des vraies valeurs. Il n'y a pas de fausses valeurs dessus. Donc, c'est ce que j'ai bien voulu dire et vous remercier de tout cœur. Merci beaucoup. Nous avons reçu pour vous Dr Guy Dossou Mitope, secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates. Nous avons évoqué le code électoral, les inquiétudes autour du code électoral. Nous avons parlé aussi de quelques questions d'actualité.
si vous avez pris l'émission en cours de route, elle sera traitée et puis déposée sur notre chaîne YouTube Biafrica Web TV. Vous pouvez retrouver tout au long de la semaine aussi des experts thématiques de tout ce dont on a parlé aujourd'hui lors de l'émission. Donc, je vous remercie une fois encore et puis on se donne rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup. Oui.